Parfois, vous avez peur d'oser comme si c'était payant. Je sais que vous avez peur de payer, mais oser, c'est gratuit. Rêver, ça, on ne paye pas. Et tu peux décider de rêver que on va acheter un immeuble ici à Paris. Moi, je disais à Valais, l'autre jour, on roulait, je vois un immeuble ici, c'est écrit à vendre. Je lui dis que, gars, l'immeuble, ça coûte combien? Il dit que je connais pas. Je dis que non, il faut qu'on se renseigne. Il faut qu'on achète un immeuble ici à Paris. On écrit sur mesure. On vend les articles sur mesure dedans. Même si c'est 50 millions d'euros, on l'achète. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais de sur mesure. Moi, j'ai toujours eu pour ambition de créer une ville. Pour moi, je me suis dit, avant que je ne meure, je dois avoir construit une nouvelle ville en Afrique. Pourquoi construire une nouvelle ville? C'est parce que les villes qui sont là actuellement, on ne peut plus les arranger. Je vais vous expliquer. Si vous avez des parents en Afrique qui ont une maison depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, surtout des personnes qui ont des parents qui ne sont pas nantis, vous allez vous rendre compte qu'après 30 ans, 40 ans, la maison est exceptionnelle. Vous arrivez à la maison, vous êtes obligé d'allumer en journée pour voir. C'est-à-dire que vous êtes au salon, il est 11h30, mais pour voir, il faut allumer. Parce que la maison n'est pas éclairée. La maison ressemble à du n'importe quoi. Et quand vous avez une maison qui ressemble à du n'importe quoi, il y a deux solutions possibles. Soit vous essayez d'arranger la maison, de remodeler la décoration, de la rendre plus agréable. Soit vous cassez la maison et vous faites une autre maison. Soit vous allez ailleurs chercher une autre maison. Selon vous, parmi ces trois solutions, quelle est la solution la moins coûteuse? En fait, aller ailleurs est la solution la moins coûteuse. Je continue d'expliquer. Si je vous disais que le pays au monde qui a la connexion Internet la plus rapide, lorsqu'on prend les proportions, si je vous disais que c'est un pays d'Afrique, est-ce que vous allez croire? C'est un pays d'Afrique. Pour une raison qui est évidente. C'est le fait que un pays comme la France a connu toutes les révolutions d'Internet. Ça veut dire qu'il y a eu la 1G. Après la 1G, on a développé la 2G. Donc il fallait d'abord se débarrasser de la 1G. Ce qui est coûteux pour passer à la 2G. Après, il y a eu la 3G. Pour passer à la 3G, il faut se débarrasser de la 2G. Pour passer à la 4G, il faut se débarrasser de la 3G. Et la particularité avec l'informatique et la technologie, c'est que l'informatique et la technologie ne reculent jamais. C'est-à-dire que quand on a déjà dépassé une technologie, on ne revient plus dessus. Donc, si vous ne vous mettez pas à jour, vous devenez moins compétitif, ou plutôt obsolète, c'est le terme exact. C'est pour ça qu'ici, les entreprises changent leurs ordinateurs régulièrement. Ce n'est pas parce qu'elles ont beaucoup d'argent. C'est parce que si tu conserves le même ordinateur 3 ans, 4 ans, tu deviens moins performant et moins compétitif que les autres qui ont des ordinateurs avec des processeurs plus récents, plus puissants. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous avez par exemple une usine qui produit des vêtements. Dans votre usine, vous travaillez avec des algorithmes d'intelligence artificielle et vous avez par exemple un ordinateur de 2010. Il y a une autre usine qui produit aussi les vêtements et qui a plutôt des ordinateurs de 2022 avec des processeurs beaucoup plus puissants, qui consomment moins d'énergie, qui chauffent moins, qui sont beaucoup plus rapides. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la deuxième entreprise va être plus productive que la première. La deuxième entreprise va dépenser moins d'énergie que la première et va produire plus que la première à un coût plus faible que la première. C'est pour ça que la première, pour être compétitive, sera obligée de changer de machine. C'est-à-dire de passer aux nouvelles machines plus rapides afin de pouvoir rester compétitive. Sauf qu'en Afrique, nous, on a transformé cela en une opportunité d'investissement en Afrique qui s'appelle
La brocante. Ça veut dire que pendant que les autres le font pour être plus compétitifs, plus puissants, produits en des temps plus records, des quantités plus importantes en dépensant moins, nous on se dit que c'est une opportunité pour investir en Afrique. Ça veut dire qu'on prend ces machines obsolètes, on va les vendre en Afrique. Les Africains achètent donc des machines déjà obsolètes, avec des durées de vie qui ont déjà été amorties parfois à plus de 80%, pour démarrer leur industrie. Et après, on se plaint du retard abyssal qui certainement ne sera jamais rattrapé si on continue ainsi. C'est la raison pour laquelle il est fondamental parfois de reprendre tout à zéro, au lieu de vouloir améliorer l'existant. Reprendre tout à zéro demande un effort plus faible sur le plan intellectuel. Et qu'est-ce qui se passe donc en Afrique? Imaginez-vous un pays en Afrique qui n'a jamais eu Internet. Ils n'ont jamais eu de 1G, de 2G. Ils n'avaient même pas la lumière. On vient un jour, on leur met la lumière. Et après on leur dit, comme vous avez déjà la lumière, on va mettre la connexion Internet. Vous pensez qu'on va mettre quelle connexion? La 2G? La 3? La 4? En fait, on va directement mettre la dernière technologie. Et ça va leur coûter moins. Et leur taux de pénétration d'Internet sera directement avec la dernière technologie. Alors qu'ici en France, il y a encore des gens qui ont la 3G. La preuve, c'est que là où on habite actuellement, hier j'ai voulu poster une vidéo qui fait 500 mégas, ça a fait 5 heures de temps. Oui, Valère est là, il peut confirmer, le voilà. Si c'est faux, il lève la main. Hier, j'ai reproduit une vidéo quand je marchais en route, peut-être vous l'avez vu sur YouTube. Quand j'ai fini cette vidéo, je suis allé la monter sur ma machine. J'ai fini de la monter, j'ai essayé de la compresser au maximum pour que ça ne pèse pas, ça faisait 500 mégas. Je voulais poster la vidéo en ligne avec la Freebox de la maison, ça a fait 4 heures de temps. Alors qu'au Cameroun, je poste ça en 5 minutes, avec la connexion que j'ai dans mon bureau. Pourquoi? Parce qu'il y a cette tare technologique qu'il faut rattraper. Et c'est coûteux. C'est un peu comme si vous avez construit un immeuble. Et maintenant, on vous dit, OK, entre faire les réfections de l'immeuble et construire un nouveau, selon vous, qu'est-ce qui est plus simple? En fait, ce qui est plus simple, c'est construire un nouveau. Parce que faire les réfections d'un ancien immeuble, parfois coûte beaucoup plus cher. Sans que le résultat ne soit forcément garanti. Donc moi, j'ai toujours pensé à créer une nouvelle ville. Parce que quand je vois, par exemple, une ville comme Douala, au Cameroun, on ne peut plus rien pour cette ville. On ne peut plus. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est seulement de laisser les gens continuer de vivre là-bas et d'aller créer une autre ville. C'est le seul moyen. On peut, en fait, essayer d'arranger cette ville, non seulement ça va coûter plus cher, il y aura de la résistance au changement des personnes qui y habitent déjà, ce qui coûte aussi plus cher. Parce que je vous prends un exemple. Supposons que nous sommes dans cette salle, vous habitez ici. Et je me rends compte que cette salle n'est pas très intéressante. Il faut, par exemple, casser et reconstruire. Elle, par exemple, elle va dire, moi j'ai mon titre foncier. Si vous voulez casser, il faut me dédommager. Donc il faut la payer. Il faut payer tout le monde. Donc il faut d'abord dédommager tout le monde, ce qui a un coût. Ensuite, il faut casser, ce qui a un coût. Ensuite, il faut enlever tout ce qu'on a cassé, ce qui a un autre coût, avant de commencer à construire. Alors que si on était allé sur un terrain vierge, on aurait fait quoi? On aurait directement commencé à construire. Ça veut dire que ça devait coûter moins. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé de créer une nouvelle ville. Et pour créer une ville, il faut commencer par une ville miniature. Et cette ville miniature, j'ai décidé de l'appeler NRC. Le Numbisi Resource Center, c'est-à-dire un espace dans lequel on retrouvera un peu de tout. C'est-à-dire des logements sociaux, des entreprises, des marchés, des banques, des espaces verts, des espaces de jeux, des cinémas, des écoles. C'est-à-dire une ville dans laquelle personne n'aurait besoin d'en sortir et qui sera reculée des zones urbaines, qui aura son portail, qui aura son armée, qui aura sa propre sécurité, qui aura ses propres enseignants, qui enseignent en fonction de l'idéologie qu'on a. Et pour faire ça de manière miniature, nous avons commencé par le NRC, qui est situé à la nouvelle route Bastos à Yaoundé, dans lequel nous avons un ensemble d'entreprises
et dont nous sommes en train de vouloir faire le premier modèle pilote de petite ville à travers un autre projet que je vais présenter tout à l'heure qui s'appelle la tontine structurelle africaine. Donc ça, c'est le NRC. Au NRC, nous avons un ensemble de prestations que nous offrons parce que pour pouvoir le faire, il faut d'abord commencer par éduquer les gens. Et pour éduquer les gens, nous organisons des événements de réinstallation de logiciels intellectuels. Donc on enlève le logiciel qui était là, on réinstalle un nouveau. Donc, après NSC, il y a eu le projet Startup Academy. Comme je l'ai dit, ce n'est pas chronologique. Donc, je ne le présente pas de manière chronologique. Alors, Startup Academy, là, nous sommes en 2016. 2016, je commence par des conférences, globalement. Pourquoi? Parce que moi, j'adore transmettre mes compétences et mes connaissances et mon savoir-faire. Mais au départ, ça n'a pas toujours été cela parce que je m'étais rendu compte quand j'étais au secondaire que parfois, j'aimais donner aux gens ce que je n'ai pas. Parfois, je donnais aux gens la seule chose qui me restait. Ce qui fait que je devenais comme une bougie qui éclaire les autres et qui se consume à la fois. Et ça commençait à être un très grand problème dans ma vie. Et je me suis posé la question qui est celle de savoir pourquoi est-ce que j'ai toujours cette envie d'aider les gens, parfois à mon détriment. Et je le faisais même parfois involontairement. Et j'ai donc décidé de creuser pour essayer de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et ça m'a amené à côtoyer la spiritualité, et notamment la spiritualité africaine. La première chose que j'ai faite, c'est de dresser mon arbre généalogique pour comprendre si dans ma famille, il y a des personnes qui ont ce même comportement. Je pense que vous savez que les comportements se transmettent génétiquement. Et quand j'ai donc fait cette analyse, j'ai découvert que dans ma lignée maternelle, sur au moins 4 générations, tout le monde était comme ça. Moi, je prends l'exemple de ma grand-mère qui passait son temps à faire les pistaches à longueur de journée à la maison. Vous savez qu'on partait acheter le pistache au marché pour lui donner, pour qu'elle fasse chaque jour, pour qu'elle n'ait pas rien à faire. Et quand elle faisait le pistache, dès qu'un invité venait, elle prenait tout, elle lui donnait. Ce qui fait que parfois, on rentrait le soir, on dit, OK, donne-nous un peu le pistache. Elle dit, non, j'ai donné à tel qui est venu. On dit, OK, donne le reste. Non, je lui ai tout donné. C'est pas possible. Comment tu lui as tout donné? Elle dit, non, il m'a dit qu'il en a besoin, je lui ai tout donné. Et elle partageait tout ce qu'elle avait. Ma mère criait sur elle tout le temps, pourtant ma mère faisait de même. Et j'ai donc compris qu'en réalité, c'est un caractère qui est génétique chez moi. Et je me suis posé la question, comment transformer donc la bougie en LED? Parce que la bougie se consume, mais le LED peut éclairer pendant 5 ans. Ou plus. Donc, il fallait donc modifier ma manière de transmettre mes connaissances pour que ça ne me consume plus, mais plutôt pour que ça puisse me nourrir davantage. Donc, c'est comme ça que je commence à transmettre mes compétences. Lorsque j'étais au lycée, j'étais répétiteur de mes collègues parce que j'étais très fort en mathématiques, ça il faut le préciser. Moi, j'ai toujours voulu faire une carrière dans les mathématiques. Donc, dès que je voyais un concours international de mathématiques, je faisais parce que j'étais passionné de mathématiques. Donc, je le faisais et puis après, lorsque j'ai lancé plusieurs projets comme SOS Médecins, Global Archive, Global Investment Corporation et les autres, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas partager mes connaissances à d'autres jeunes qui pourraient avoir le même type de problème que j'avais quelques années avant de me lancer? Je décide donc d'organiser pour la première fois une conférence gratuite que j'ai décidé d'appeler Startup Academy. Alors cette conférence est déroulée au siège de SOS Médecins à Yaoundé parce que à ce moment donné, je travaillais à SOS Médecins. Et je me suis rendu compte que les gens étaient intéressés. Je décide d'organiser une deuxième, une troisième, une quatrième. Les gens sont intéressés. Je me dis, voilà, si les gens viennent gratuitement à un événement, ça veut dire que c'est possible de faire en sorte que les gens payent pour ce même événement. Parce que pour moi, le temps vaut plus que de l'argent. Pour moi, ce que vous avez le plus payé ici, c'est de votre temps. Et je vous remercie grandement pour cela. Parce que votre temps ici vaut plus que ce que vous avez payé. Moi, quand je vois des personnes qui viennent de la Belgique, qui viennent de Lyon, qui viennent de l'Allemagne, quand je demande, si vous avez remarqué tout à l'heure, moi j'ai une pratique lorsque je fais les conférences. Quand je fais les conférences, je viens toujours le premier. Et j'accueille individuellement tous ceux qui viennent. C'est comme ça que je fais au Cameroun.
C'est pour ça que quand le protocole m'a dit que je dois venir quand tout le monde est déjà là, je leur ai dit non. Valet est encore là, si c'est faux, il peut lever la main. Je leur ai dit que je ne viens pas quand tout le monde est déjà là. Moi, je ne connais pas ce genre de comportement. Moi, je veux venir avant. Et ça les gênait un peu. Ils disent non, vous êtes les VIP. Je ne suis pas un VIP. J'aime le contact humain avec les gens. C'est pour ça que je suis venu. Ceux qui sont venus au début, vous voyez, je passais dans les tables, je saluais les gens, je discutais avec des gens. C'est comme ça que je suis. J'aime le faire. C'est ça la spiritualité africaine. C'est l'humain qu'on met en avant. C'est pas juste de venir là dire investir en Afrique, c'est tout le monde peut aller se former lui-même. Tout le monde. Mais ce contact humain, ces connexions qu'on crée, pour moi, c'est plus important que tout ce qu'on est en train de faire ici. Donc du coup, je me suis dit, si des personnes consacrent de leur temps pour venir m'écouter, même gratuitement, ça veut dire que ce que je fais a une très grande valeur. Surtout que au Cameroun, mes conférences durent très longtemps. Tous ceux qui sont à la Startup Academy me connaissent. Moi, quand je fais une messe entrepreneuriale, c'est de 10h à 21h sans pause. Oui. Moi, je ne fais pas de pause quand je fais des conférences. Il n'y a pas de pause. L'Afrique a été en pause pendant 60 ans. Donc, on n'a plus de temps pour la pause. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je me suis donc dit comment faire pour monétiser cette manière de faire, pour que ça ne me consume pas. Je commence donc à organiser des conférences payantes. La première coûtait 10 000 et j'ai eu un froid dans le dos parce qu'il y avait un seul participant. Et malgré le fait qu'il était seul, il fallait que je trouve une explication à lui donner du fait qu'il soit seul, parce que tu organises une conférence et quelqu'un a payé seul. Il faut bien que tu lui expliques pourquoi il est seul. Parce qu'il peut venir et se dire que mais dans ici le mouton, rembourse-moi. Je lui dis donc la veille, parce qu'il avait payé à l'avance, que la conférence va se dérouler au restaurant Chopeyamo. C'est un restaurant au Cameroun à Yaoundé. Ce sera à 10h. Naturellement, j'arrive 1 heure avant, 9h. Je m'assois, je prends des beignets à manger. Quand il arrive, donc, je l'accueille, je lui dis « Comment tu vas ?» Il me dit « Je vais bien », je vais dire « Installe-toi ». Quel est ton projet? Il me donne le nom de son projet, il m'explique ce que ça fait. Je lui dis, voilà, c'est magnifique, c'est parfait. Il faisait dans la cybersécurité. Je lui dis, actuellement, à la Startup Academy, nous sommes en train de tester une nouvelle approche qui s'appelle la différenciation pédagogique. C'est une approche qui a été testée pour la première fois au Canada. Et le principe, il est tout simple. Il consiste à identifier, dans un premier temps, la forme d'intelligence de toutes les personnes qui doivent participer à une conférence et de pouvoir les réunir par forme d'intelligence et faire en sorte que les formateurs aient accès uniquement à un seul participant. Pour se rassurer qu'en réalité, ils puissent bénéficier du maximum du formateur. Parce qu'on s'est rendu compte que quand des gens sont pleins dans une salle comme celle-ci, chacun a ses attentes. Et la plupart des personnes rentrent insatisfaites parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment sur leurs attentes individuelles. Donc actuellement, nous sommes 15 formateurs en train de former individuellement des personnes qui ont payé. Et je suis ravi d'être ton formateur ce matin. Il me dit, mais c'est révolutionnaire! Mais c'est magnifique, c'est incroyable! Mais bravo! Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Non, ça montre vraiment que vous savez ce que vous faites. Je dis... Monsieur, même ce que tu es en train de manger là coûte plus cher que ce que tu as payé. Alors, on finit dans la conférence. On a discuté peut-être pendant 4 heures de temps, on a mangé, on a bu et tout. Après, j'ai payé la facture, il est rentré. Sauf que, voilà, c'était... Sur le plan financier, c'était un cataclysme. J'étais à un solde de pratiquement moins 107 000. Parce que s'il fallait voir entre la communication, le marketing, la production des contenus, les documents que j'avais produits et tout le reste, ce qu'on a mangé et tout, ça faisait beaucoup. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai fait ce que la plupart des entrepreneurs ne font pas, alors que c'est ce qu'il faut faire. Quand vous produisez un produit, et là la tautologie est importante, ou un service de manière artisanale, vous identifiez la bonne cible, vous communiquez, vous faites votre marketing auprès de cette bonne cible, et ça ne fonctionne pas,
Ce qu'il faut faire, c'est augmenter le prix au lieu de baisser. La plupart des personnes baissent le prix et ça détruit directement le produit ou le service. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le prix par 5. C'est-à-dire, je suis passé de 10 000 à 50 000, exactement la même conférence, le même contenu. Et cette fois, j'ai décidé de faire en sorte que ce soit dans 2 villes. Donc quand je communiquais, je disais Yaoundé et Douala, puisque ça me faisait dépenser moins. Puisqu'étant donné que je communiquais en ligne, je pouvais facilement communiquer en disant que c'est Yaoundé et Douala. Ça faisait en sorte que la même communication communiquait sur 2 villes. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 11 participants qui ont payé 50 000 avant la conférence. C'est-à-dire 5 à Yaoundé et les autres à Douala.